L'instant philo. L'interprétation du rêve. Pour Freud, si nous rêvons, c'est que nos désirs débordent du cadre étroit de ce que la réalité quotidienne peut nous apporter comme satisfaction. Toutes ces passions et aspirations bien présentes en nous, qui ne trouvent pas moyen de se réaliser, pourraient produire une amertume, individuellement et socialement néfaste. Une des fonctions de l'activité onirique est donc de limiter la frustration que nous rencontrons fatalement dans nos existences. Pour désigner cette capacité que nous avons de traduire un désir qui nous hante en une création originale sur une scène onirique, Freud parle de dramatisation. Cette capacité de nous persuader qu'est présente en rêve, une satisfaction qui est absente dans la réalité, ne fait pas que compenser un manque. Elle apporte également une dimension tout à fait originale à nos vies. À côté des désirs qui continuent de nous tourmenter après une journée, auxquels le rêve donne satisfaction par l'imaginaire, il y a des aspirations plus générales, plus profondes peut-être, en tout cas plus existentielles, auxquelles le rêve donne forme. La fonction onirique permet ainsi d'incarner le désir de donner du sens à ce que nous vivons et de donner corps au désir d'explorer de façon inventive les rapports complexes que nous tissons avec ce qui nous entoure, en les rejouant et en les scénarisant. Tout rêve est la réalisation d'un désir. Tel est le cadre interprétatif général proposé par Freud. Mais comment savoir quel désir particulier se réalise dans ces rêves d'adultes qui paraissent si étranges et incompréhensibles ? Pas facile. C'est justement là qu'une interprétation devient indispensable. Ce qui est sans ambiguïté n'a nul besoin qu'on enquête pour en saisir le sens. Dans le souvenir qu'on a des rêves qui réalisent clairement un désir bien identifié, tout est compréhensible. Par exemple, quand des scientifiques sont envoyés dans une station polaire à l'époque de Freud, ils se trouvaient condamnés à se nourrir pendant des semaines essentiellement de boîtes de conserve. Il n'est pas étonnant que tous finissent par rêver de façon récurrente de festins merveilleux. Le désir réalisé alors n'a rien de mystérieux. Par contre, les rêves, où ce sont des désirs inconscients qui se réalisent, demandent à être interprétés. En effet, le souvenir que nous en avons, Freud parle pour le désigner de contenu manifeste, ne permet pas d'accéder directement à son sens. Le contenu qui se manifeste à notre conscience au réveil, dans ces songes intrigants, semble lourd d'une signification énigmatique, que Freud appelle le contenu latent. Latent, car, s'il nous échappe bien, on en a tout de même une sorte d'intuition vague. Interpréter un rêve consiste donc, à l'aide d'une enquête et d'un ensemble de moyens mobilisés, à tenter de retrouver son sens profond à partir de la mémoire qu'on en a. Comment concrètement fait-on ? Quelle méthode Freud préconise-t-il pour arriver à décrypter nos productions oniriques les plus déconcertantes ? Les rêves à interpréter sont ceux qui mettent en scène des désirs inconscients, dont la satisfaction reste cachée pour protéger notre équilibre. Dans ces productions oniriques, notre psychisme dissimule la présence de pulsions perturbatrices. Dans cette censure que Freud nomme le travail du rêve, diverses opérations interviennent. Par exemple, un rêve peut transformer une information trop déstabilisante en un élément symbolique. C'est le cas de bien des aspects sexuels qui arrivent à la conscience sous une forme ainsi moins explicite. Par exemple, le sexe masculin prend la forme d'une bougie ou le coup d'un cygne. À côté de la symbolisation, deux autres opérations contribuent à brouiller les pistes du rêveur. D'abord, la condensation, où diverses scènes, personnes ou lieux sont mêlés. Il n'est pas rare dans un rêve de passer magiquement d'un endroit à un autre très éloigné, d'une époque à une autre, parfois d'une personnalité à une autre. Freud met l'accent aussi sur le déplacement, qui consiste, pour un sentiment ou pour une réaction, d'être changé de place dans l'agencement d'une scène.
C'est ainsi que la colère peut s'exprimer violemment contre une personne qui n'en est pas la cause, alors que l'individu qui mériterait qu'on lui souffle dans les bronches est épargné. Si dans notre souvenir, notre animosité a été déplacée, c'est souvent que la personne qui nous a indignés est une personne d'autorité que notre conscience ne trouverait pas bienséant d'agresser. Le travail d'interprétation doit d'abord s'appuyer sur les opérations qui ont conduit à coder et à transformer le contenu du rêve pour qu'il devienne inoffensif dans la réception qu'on en a. Interpréter, c'est donc décoder le rêve à l'aide de toutes ces opérations complexes, la symbolisation, la condensation et le déplacement, qui ont permis d'en cacher la portée réelle. Rien de scandaleux à cette censure, car c'est chose, disons, normale que de protéger le psychisme de désirs perturbateurs. Faudrait-il alors s'interdire d'interpréter ces rêves qui pourraient être déstabilisants ? Rappelons d'abord que Freud a toujours mis en garde contre une diabolisation de l'inconscient qui consiste à se le représenter comme une sorte de boîte de Pandore dont sortiraient essentiellement des pulsions néfastes. La réalité est souvent d'une plus grande banalité et finalement inoffensive. Ensuite, quand le souvenir d'un rêve d'adulte affleure à notre conscience, c'est une invitation à aller voir de plus près pour mieux comprendre ce qui se trame en nous. Il suffit de prendre un exemple d'interprétation de rêve pour s'en persuader. Dans son ouvrage sur le rêve, Freud donne un exemple de rêve. Une jeune fille rêve que le second enfant de sa sœur vient de mourir et qu'elle se trouve devant le cercueil, exactement comme elle s'était trouvée quelques années auparavant devant celui du premier-né de la même famille. Mais ce spectacle ne lui inspire pas le moindre chagrin. C'est là, on le voit, un rêve d'adulte, déconcertant et même culpabilisant. On sent bien que le souvenir du rêve ne donne pas le sens véritable. Freud précise d'ailleurs, la jeune fille se refuse naturellement à voir interpréter son rêve dans le sens d'un désir secret et agressif. Précisons-le, elle n'a rien contre son neveu dont elle ne souhaite évidemment pas la mort, ni apparemment contre sa sœur qui a déjà perdu d'ailleurs son premier enfant. Pour en savoir plus et obtenir des éléments qui vont permettre de décoder ce rêve, Freud utilise la méthode d'association libre des idées, grâce à laquelle il a obtenu déjà quelques succès en psychothérapie. Concrètement, il demande à la patiente de préciser tout ce qui lui vient en tête à l'évocation de ce rêve, sans rien écarter, même si cela ne semble rien avoir. Cette méthode a apporté quelques éléments éclairants que Freud résume ainsi. Il y a ceci, dit-il, qu'auprès du cercueil du premier enfant, elle s'est rencontrée avec l'homme qu'elle aime. Elle lui a parlé. Depuis ce moment, elle ne l'a jamais plus revu. Nul doute que si le second enfant mourait, elle rencontrerait de nouveau cet homme dans la maison de sa sœur. Elle se révolte contre cette hypothèse, mais elle en souhaite ardemment la conséquence, c'est-à-dire la rencontre de l'homme aimé. Le jour qui a précédé le rêve, elle avait pris une carte d'entrée pour une conférence où elle espérait le voir. De ces faits collectés par la méthode d'association libre des idées et en mobilisant les opérations psychiques de déplacement et de symbolisation, Freud tire une interprétation de ce songe. Il écrit « Le rêve est donc un simple rêve d'impatience, comme il s'en produit avant un voyage, avant une soirée au théâtre, dans l'attente de n'importe quel plaisir. Mais la jeune fille se dissimule à elle-même son propre désir. Alors, à l'un des aspects trop indicatifs de la situation, il s'en substitue un autre, aussi impropre que possible, à inspirer la joie qui persiste. »
Derrière un aspect troublant, ce rêve qu'on vient d'interpréter avec Freud cache à première lecture une mise en scène permettant de donner satisfaction au souhait que cette femme a de revoir un homme qui lui est cher. Une autre interprétation toutefois semble possible qui permet de mieux expliquer culpabilité et déni d'agressivité qui s'exprime chez la jeune femme. La rivalité fraternelle entre frères et sœurs n'a pas attendu Freud pour être saisie, et bien des mythes dans toutes les civilisations nous en parlent. Le désir de la jeune fille n'est, dès lors, peut-être pas totalement centré sur ce conférencier qu'elle ne connaît d'ailleurs visiblement pas bien, mais également sur une situation qui pourrait lui apporter satisfaction en la replaçant à égalité avec sa sœur. Cette dernière, en effet, a pu se marier et faire 2 enfants. La femme qui rêve est célibataire et sans enfants. Dans une famille traditionnelle, à cette époque, cette situation n'est pas enviable du tout, car la jeune femme commence ainsi une carrière de vieille fille, comme on disait à l'époque. Ce rêve ne serait-il pas une façon de retrouver une situation équilibrée avec sa sœur ? Cette dernière y perd son second enfant. Mais la jeune femme rencontre, elle, un potentiel mari. Les voilà de nouveau à égalité. Ce rêve exprime-t-il alors du ressentiment à l'égard d'une sœur dont elle est jalouse ? Ou bien est-ce une façon d'interroger la place d'une jeune femme à une époque où il est assez mal vu qu'elle ne trouve pas à faire couple et enfant ? Peut-être ces 2 choses en même temps. Interpréter un rêve, c'est considérer que les désirs et préoccupations individuelles prennent source aussi dans une situation historiquement et sociologiquement déterminée. Sur un même rêve, des interprétations différentes, sans être au demeurant contradictoires, sont donc possibles. Est-ce un défaut ou au contraire une richesse ? Je pencherais plutôt pour la seconde solution. En tout cas, il est important de souligner que pour Freud, le rêve n'est pas simplement du côté d'une imagination qui permet de compenser, voire d'oublier les déceptions et frustrations du réel. Le rêve est aussi du côté de l'enquête et de la recherche de soi. Il constitue, comme ne cesse de le répéter Freud, la voie royale de l'exploration de l'inconscient. Dans l'activité onirique s'inventent des dispositifs qui permettent de rendre ainsi visible et d'incarner le réel de nos désirs, même les plus inconscients, même les plus hésitants, même les moins affirmés. Freud ne serait pas en désaccord, je pense, avec l'idée formulée dernièrement par le sociologue Bernard Lahire, selon laquelle le rêve est une conversation de soi avec soi. D'ailleurs, si la nuit porte conseil, comme on dit, n'est-ce pas parce qu'elle constitue un moment de réflexion et de maturation dans lequel l'activité onirique a tout son rôle à jouer ?